Bonsoir à tous et bienvenue aujourd'hui pour un nouveau Confess vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le Confess vidéo du jour 25 au jour 27. Je suis Ange. On va bien évidemment parler de tout l'épisode 9, ce qui va être plutôt rocambolesque puisque c'est un épisode très intéressant et qui va marquer un tournant pour la suite de mon aventure. Vous le comprendrez rapidement. Dans une première partie, on parlera des binômes, puisque vous le comprenez très certainement, rien qu'avec cette partie-là, l'épisode 9, c'est l'épisode des destins liés et donc des binômes. On parlera ensuite de l'épreuve parcours attaché, puis de Lucas. Cette partie ne veut pas dire grand-chose pour le moment, mais vous comprendrez rapidement parce qu'on va parler de plein d'autres choses dans cette partie-là. Ensuite, on parlera de l'épreuve dégustation. J'ai ma voix qui est en train de sauter. On parlera ensuite de changement de sens, ça ne veut pas dire grand-chose pour le moment pour vous, mais vous comprendrez au moment venu. On parlera bien évidemment de rapprochement, puis du conseil épisode 9. Je suis Lanjoshi, et on est parti immédiatement pour le Confess, vidéo du jour 25 au jour 27, l'épisode 9. Et du coup on commence immédiatement avec la première partie, avec les binômes. Les binômes, c'est un moment que je redoutais un peu, et on va pas se le cacher, au vu des épisodes passés, ça faisait extrêmement peur. Parce que voilà, les binômes allaient forcément arriver soit à l'épisode de le F10, soit le F8. Là, actuellement, on était au F8, enfin au F10. Et du coup, il y avait des grandes chances que ça arrive, mais ça aurait parfaitement pu être également au F8. Même si ça fait un peu tard, le F8 en règle générale, pour faire les dessins liés. C'est mon point de vue, hein, bien évidemment. Du coup, je redoutais pas mal ce moment-là parce que, étant donné que j'étais visé énormément depuis quelques conseils, depuis maintenant quasiment le début de l'aventure, sauf que bah voilà, depuis le début de l'aventure, j'ai eu la chance en fait d'être immunisé au bon moment, que ce soit par Tom, que ce soit par les conseils, même les immunités en règle générale, le fait qu'il y ait eu un swap, ça m'a quand même pas mal aidé pour éviter les votes. Et au final, pour le moment, les seuls votes que j'ai récupérés, c'est lors du conseil passé, lorsque mes votes ont été annulés. Donc, techniquement, je n'ai pas reçu de vote depuis le début de l'aventure, à part sur le conseil précédent qui ont été annulés. Et du coup, même si sur le papier, techniquement, quand on regarde les votes, je me dis, putain, Léa, t'es pas en danger du tout. Ben, en fait, si, je suis en danger depuis le début de l'aventure, j'ai été visé depuis le début de l'aventure, mon nom est sorti à quasiment tous les conseils depuis le début, et donc du coup, les binômes me font particulièrement peur parce que il suffit que je tombe sur une personne, n'importe quelle personne, et on pourrait me voter moi, et du coup j'entraînerai dans ma chute la personne qui serait en ma compagnie, que ce soit Rakaka, que ce soit Lucas, vraiment tout le monde est en danger en ma compagnie, et du coup, ben, moi je suis dans le cas présent bah, j'aimerais bien tomber sur une personne qui est forte en épreuve. Parce que certes, bah, j'aurai des risques de sortir, mais au moins j'ai des chances aussi de gagner d'immunité. Et malheureusement pour moi, je vais tomber sur Blue Eye. Alors, c'est pas que Blue Eye est mauvaise en épreuve, c'est juste qu'elle est un peu moins forte quand même que les autres, et du coup, sur le papier, je me disais, fait chier, quoi. Surtout que moi, ce qui m'embêtait beaucoup avec Blue Eye, en grande partie, c'était le fait que je m'entendais bien avec, et j'avais pas envie d'emmener encore, de faire à cause de moi encore, qu'un allié sorte de l'aventure, à cause de moi. Déjà que Tom était sorti, déjà que Céleste était sorti au conseil précédent, et tout ça, c'est un peu pourquoi ils sortent, parce que beaucoup c'est pas exactement ça les raisons, mais beaucoup sont aussi en allié avec moi et donc font partie de l'autre alliance, de l'autre partie de l'alliance, de l'autre regroupement de personnes. Et du coup, le fait que je me retrouve avec Blue Eye, qui était pourtant une alliée, ça me faisait chier surtout pour elle, parce que j'ai pas envie de la voir sortir. Et d'ailleurs, Blue Eye le dira clairement. Ça, dès la composition des binômes, elle sera la première à être dégoûtée d'être en ma compagnie, parce qu'elle sait qu'elle est en danger. Et c'est totalement compréhensible de penser qu'on est en danger au vu de ce qui s'est passé durant tout le reste, en fait. Tout ce qui s'est passé durant tous les autres conseils, il y a un énorme risque de sauter, en fait. Et du coup, ben, moi, ça me fait chier pour Blue Eye. Voilà, forcément, parce que j'ai pas envie non plus d'être le boulet qui élimine toutes les personnes avec qui je m'entends bien, quoi, voilà. Et c'est un gros défaut de mon aventure dans sa globalité. Alors, il y a d'autres binômes à côté, bien évidemment. Il y a le binôme Folie Rakakas, on peut noter, Flocon Nico, je crois qu'il y a Maxime Augustin, je crois, j'ai quelques doutes, là, soudainement, j'ai quelques doutes. Et Arthur Lucas, je crois aussi, en dernier binôme. Bref, c'est des binômes. En vrai, je trouve que la répartition des binômes n'est pas ouf. Voilà, on va se le cacher, il n'y a pas de retravail des stratégies, etc. Les personnes qui sont plus ou moins alliées sont ensemble. Peut-être le binôme le plus surprenant, c'était peut-être Folie Rakakax.
à mon avis, en tout cas sur du peu que je connais de la saison, mais je trouve que malheureusement le tirage au sort n'a pas été très favorable au spectacle. Ça a été plus un regroupement de personnes qui s'entendent plus ou moins bien ou l'autre. C'est vrai que quand j'y réfléchis après coup, je me dis par exemple Flocon et Nico aussi, c'est pas non plus un groupe qu'on pouvait prévoir. Je sais pas, je suis pas convaincu par malheureusement la répartition égalitaire ou random de tout ça. Bref, voilà, vous avez dit toute l'histoire de Binôme. Notre objectif est sûr de s'en sortir. On est visé dès le début. Tout le monde. En fait, à partir du moment où les binômes sont préparés, tout le monde est plus ou moins prêt à s'attendre que nous deux on sorte. Donc il va falloir se défoncer sur les épreuves pour tenter de récupérer une immunité, pour tenter de s'en sortir. Surtout que je n'ai plus de collier, j'ai plus rien pour me protéger. Là, pour le coup, c'est vraiment le danger est arrivé. Du coup, on va parler maintenant de l'épreuve. Je vois que j'ai encore un problème dans mon sommaire. Je vois 1, 2, 2, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6. J'ai fait la même chose lors du précédent conférence vidéo, bah tant pis. Voilà. Du coup, on va parler de l'épreuve numéro 2, le parcours attaché. Et je vais dire déjà une introduction importante. À l'épisode précédent, il y avait la grille en submergée qui était une très mauvaise épreuve. Je considère que après la grille submergée, il y a vraiment une espèce de séparation en termes de qualité d'épreuve. Avant la grille submergée, il y avait beaucoup d'épreuves, il y avait une grande majorité d'épreuves assez mauvaises, ou qui nécessitaient un meilleur équilibrage. Il y en a forcément quelques-unes qui sont bonnes, hein, je ne dis pas le contraire. Je dis juste qu'il y a une majorité d'épreuves qui ne m'ont pas convaincu, ou qui n'ont pas réussi à convaincre le casting, ou tout simplement à convaincre ma personne, parce que je trouve qu'il manquait certains détails, il manquait certaines choses. Après la grille submergée, il y aura une majorité d'excellentes épreuves. Et une vraie grosse majorité d'excellentes épreuves. Et donc j'ai vraiment l'impression que il y a quelqu'un qui est arrivé, qui a fait un grand coup de hache entre les deux épreuves et qui s'est dit bon c'est fini, on va arrêter de faire des épreuves qui sont pas ouf, voilà. Je sais pas. Donc du coup, je vous l'annonce, le parcours attaché était une très bonne épreuve, vraiment une extrêmement bonne épreuve. J'ai passé un trop bon moment. Et c'est très 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 inspirant parce que j'ai envie de la piquer celle-là pour le coup d'épreuve, j'ai envie de l'améliorer, j'ai envie de la rendre bien meilleure. J'ai envie de... Le concept de base est trop cool et c'est vraiment une trop bonne épreuve qui est très sous-cotée parmi la liste des épreuves. Parce que lors des awards, ce sera finalement le parcours attaché qui va gagner le award de la meilleure épreuve. Mais à mon avis, cette épreuve-là méritait bien plus parce que c'est, je crois, aussi un concept original de ce que j'avais cru comprendre ou du moins c'est un concept qui a été repris d'une autre épreuve qui ensuite a été transformé comme ça. C'est une très très bonne épreuve, le parcours attaché, et je considère peut-être même qu'elle est au-dessus des aveugles. J'hésite. Mais en tout cas, une très très bonne épreuve. Et pourquoi? Alors déjà, c'est quoi cette épreuve? Déjà, j'en parle, si c'est trop bien une bonne épreuve, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une épreuve très simple, c'est-à-dire qu'on est en binôme, donc déjà, il y a deux personnes. Chaque personne a la possibilité soit d'avancer, reculer, ou de tenter de récupérer un MacGuffin, soit d'aller, et en plus de ça, d'aller à gauche ou à droite. Donc ça veut dire que chaque joueur choisit soit gauche-droite, soit gauche-droite, et soit devant, derrière, récupérer un MacGuffin. Et l'objectif, c'est de sortir de la grille vers le bas le plus vite possible, tout en récupérant des petits totems, donc des petits MacGuffins, celui qui remporte l'épreuve, c'est la personne qui va aller le plus vite, avec le moins de coups possible, donc le moins de tours possible. Et s'il y a une égalité, c'est avec le plus de MacGuffin. J'adore cette épreuve. Il y a quelques points supplémentaires à ajouter. Par exemple, il y a des zones de couleurs. Par exemple, la première zone, c'est une zone verte. Donc, ça veut dire que c'est une zone où on peut parler autant qu'on veut avec notre mate pour définir une stratégie. Après, on a une zone orange. Je ne sais plus de quelle couleur elles sont, mais je crois que c'est vert, orange, rouge, on va dire ça. Orange, c'est une zone où on a le droit de parler mutuellement avec uniquement 3 mots. On n'a pas le droit de faire plus. Et une zone rouge où là, on n'a pas du tout le droit de parler. Il faut qu'on fasse confiance à notre mate et on se fasse confiance à nous-mêmes. Cette épreuve était trop bien. J'ai rien d'autre à dire. Vraiment, elle était trop bien. Alors, j'ai forcément quelques critiques à faire, mais je pense que sur le papier, l'épreuve est trop bien. Il faut la faire revenir. Ça doit devenir un classique. Il faut que ça devienne un classique de la GC parce que elle le mérite cette épreuve. En plus, vu le niveau de potentiel, déjà du concept de base, je me dis que si on l'améliore un peu pour les prochaines saisons, ça va rendre encore mieux. Donc il y a tout intérêt à vraiment la conserver et de l'améliorer pour l'avenir. Elle le mérite, elle le mérite. Vraiment, cette épreuve le mérite. Je l'aime, cette épreuve, je l'aime. Alors, forcément, moi, je vais forcément dire quelques critiques.
Déjà, à mon avis, elle était trop courte, cette épreuve. J'aurais beaucoup voulu voir une zone de jeu beaucoup plus grande. Alors, on m'a expliqué qu'elle avait été réduite au dernier moment parce que voilà, ils avaient peur que la dernière partie soit un peu trop dure. Mais en fait, vraiment pour le coup, là, c'était pour le coup une mauvaise idée d'avoir réduit à la fin. Pourquoi? Parce que toute la dernière zone, la zone où justement on ne peut pas parler, c'est une zone où, pour le coup, techniquement, tu peux en un tour la passer. Tu peux parfaitement décider de la skip dès le premier tour. Donc c'est pas ouf, voilà, c'est pas ouf, ouf. Parce que du coup, on perd l'intérêt de toute la partie où on discute pas. Parce que justement, l'intérêt de la partie où on discute pas, c'est que on peut parfaitement se faire des informations contradictoires qui viendraient nous faire perdre plus de temps qu'en nous en faire gagner. Là, comme c'était trop court, du coup, on pouvait littéralement sortir au plus vite. Et du coup, on pouvait skipper ça. Si la zone avait été plus longue de 7 cases, je suis sûr qu'il y aurait pu avoir des équipes qui se perdent là-dedans et qui, du coup, perdent du temps et perdent des coups. Du coup, voilà, la grille est un peu simple. Voilà, donc c'était un des points négatifs. Maintenant, arrivons sur la partie amélioration. À mon avis, ce qui serait vraiment cool, c'est d'arrêter le format des zones rectangulaires. En gros, pour rapidement expliquer la grille, il y avait 10 lignes vertes, 10 lignes oranges et 5 lignes rouges, environ, hein. Je me souviens plus exactement. Voilà. Mais en gros, c'était plus ou moins ça. Et en gros, ce qui se passe, c'est que ce qui se passe, c'est qu'à mon avis, ça aurait pu être sympa de ne pas avoir ce format ultra rectangulaire des zones. Ça aurait pu être sympa de, par exemple, se dire, ok, si vous passez par le chemin de gauche, qui est plus simple, vous pouvez parfaitement le droit. Par contre, tout le chemin de gauche, contrairement au chemin de droite, il est en orange. Donc ça veut dire on vous pouvez parler qu'avec trois mots. Et du coup, la zone la plus simple, la zone la plus dure, elle est entièrement verte. Ça permettrait du coup de peut-être vraiment imposer d'autres choix parce que du coup, certes le parcours le plus simple, tu peux gagner vache de temps parce que tu vas vite dessus, mais à côté de ça, bah tu perds, tu, tu peux te retrouver en, avec des commandes contradictoires de l'un et l'autre joueur, justement parce que la zone est plus dure. J'avais proposé d'autres trucs, par exemple, j'avais proposé des idées de, par exemple, pourquoi pas imaginer une grille avec des petites, en trois par-ci par-là, des petites zones où bah, on peut pas parler, par exemple. Genre, on pourrait parfaitement avoir une énorme zone verte et orange, et un endroit pile, pouf, on met une zone noire, enfin une zone rouge, où on peut pas parler. Et du coup, si l'équipe tombe dessus, prochain tour, ils sont obligés de ne pas pouvoir parler. Et du coup, ça peut être intéressant pour un peu renouveler tout ça. Bref, la grille en elle-même, on n'est pas obligé d'avoir un format de zone rectangulaire. Et d'ailleurs, on n'est même pas obligé d'avoir une grille entièrement verticale. On peut parfaitement imaginer un début vertical et puis une toute petite fin horizontale, genre de quelques colonnes, genre de 7 colonnes, qui nécessite du coup de reprendre les mêmes commandes, mais cette fois-ci de les décaler dans l'autre sens pour pouvoir avancer. Pourquoi pas, imaginez ça. L'épreuve était très bien, elle n'est pas beaucoup d'améliorations à proposer pour la rendre bien, donc c'est la preuve que elle est excellente. Alors pour information, avec Blue Eye, maintenant on va reprendre un peu que ce qui s'est passé pour nous. Il faut savoir que cette épreuve a été un peu dure à comprendre dans les règles, mais c'est normal, l'épreuve doit être comprise. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'elle n'est pas si haute dans le classement, à mon avis, des épreuves appréciées, c'est parce que ben, il y avait beaucoup de règles et il fallait s'en souvenir. Tout de même, avec Blois, on a fait un très bon score, puisqu'on a récupéré, je crois, 9 totems, mais on a eu un coup de plus pour finir la zone. Du coup, on perd. On perd à pas grand-chose, parce qu'on aurait pu gagner avec tous les totems qu'on avait, mais voilà. On a fait le meilleur taux de récupération de totems, mais pas la meilleure vitesse, et du coup, on perd. Ah, et du coup, voilà, ça m'apporte à une autre idée de modification que j'avais réfléchi. Un peu à l'image de Golf Gang, ça serait de faire deux classements, un classement en rapidité et un classement en récupération de totem. Et comme ça, à la fin, on prend le classement, les deux classements et on fait la moyenne des deux et ça donne le gagnant. Comme ça, si vous êtes extrêmement rapide mais que vous récupérez pas énormément de totems, vous perdez des points et ça peut permettre à d'autres équipes de passer au-dessus. À mon avis, ça pourrait être intéressant parce que du coup, on pourrait parfaitement avoir des stratégies d'équipe qui se disent ok, nous on se concentre vraiment que sur la récupération de McGuffin, ok, nous on se concentre que sur la rapidité, et du coup, ça pourrait permettre de vraiment créer une dynamique supplémentaire pour cette épreuve. À voir, pourquoi pas. Du coup, voilà, donc nous on ne gagne pas cette épreuve, je ne sais plus ce qu'elle donne cette épreuve en bonus. Je ne sais plus, mais en tout cas, voilà, on ne l'a pas gagnée.
Voilà. Maintenant, on va passer à la troisième partie, et pas des moindres, parce qu'on va parler d'un peu des toutes les prises de bec qui ont eu lieu durant l'épisode 9 et qui vont être pas les dernières malheureusement, mais qui vont être les dernières avant mon renouveau dans cette épreuve, dans cette aventure plutôt. On va commencer du coup avec le premier prise de bec qui pour le coup n'est pas Lucas, qui est avec Blue Eyes. C'est une prise de bec donc avec mon binôme, vraiment la meilleure idée au monde. Il faut savoir que du coup j'étais pas voilà, très très bien, etc. On a pas mal discuté avec Blue Eye et il y a un moment dans la discussion où malheureusement je me mets un peu à agresser Blue Eye sans raison, avec des propos un peu durs envers elle. Sachez que pour le coup, cette discussion-là est une discussion que je regrette pas mal, parce que pour le coup, je pense que c'était pas mérité pour Blue Eye. Je m'excuse encore pour Blue Eye de tout ça. Je suis vraiment désolé. C'était pas. Voilà, voilà, avec toute l'épreuve, toute l'aventure qui reposait et tout, mes mots ont dépassé ma pensée, voilà, c'est ça. J'ai dur à retrouver mes mots dans cette condition-là parce que là, pour le coup, je suis vraiment en tort sur ce point-là. C'est pas du tout. Voilà, je suis désolé, Blue Eye, pour ce qui s'est passé. Je me suis largement excusé, c'est totalement de ma faute. Je pense que j'ai surinterprété le soutien que pouvaient m'apporter certaines personnes et j'ai un peu abusé sur ce coup-là. Voilà, j'espère vraiment que tu ne m'en veux pas, Blue Eye, parce que ce n'était pas, voilà, c'était pas quelque chose que je souhaitais et j'ai un peu, voilà, comme j'ai dit, j'ai vraiment abusé dans ce cas-là. Euh, Blue Eye, c'était vraiment une personne très sympathique, un très bon soutien durant l'aventure. Et le fait que je n'ai pas pu m'en rendre compte et que j'ai abusé sur cet épisode-là montre à quel point je suis quelqu'un complètement d'égoïste et qui ne s'en rend même pas compte que des personnes le peuvent soutenir et essayent de, te- euh, bah, te rendre mieux, quoi, de te soutenir mentalement. Et voilà, je m'en suis pas rendu compte au moment-là et je suis vraiment totalement désolé, Blue Eye. Complètement désolé. L'autre petit drama, parce que celui-là c'était un petit pour le coup, enfin l'autre c'est un plus gros, c'est un souci venant des blagues du cast, et plus précisément de Lucas. Lucas qui sort une blague qui m'attaque, hein, donc, très personnellement, parce que euh, c'est pas plaisant, et je réagis au quart de tour, et je suis pas contente du tout de ce qui se passe. Faut bien reprendre le contexte de cette aventure. Il faut se rendre compte qu'on est jour 25, 26, je sais plus trop quand. Mon aventure s'est vraiment pas bien passée. Je suis pas heureuse de mon aventure. Je vis pas bien mon aventure. Et se rajoute à ça que je ne suis pas fan du casting, du niveau de blague du casting. Voilà, je suis désolé, mais moi par exemple, les blagues à base de MDR, je suis pansexuel ou ce genre de choses, c'est vraiment pas des trucs qui me font rire. Et je trouve même ça très manque de respect pour toutes ces personnes-là qui, pour le coup, galèrent vraiment. Et je sais de quoi je parle, je suis transgenre. C'est une horreur de vivre dans cette société. Certes, les homosexuels sont de plus en plus respectés dans la société, mais bah, toutes les autres minorités, on est encore très loin du compte avant que ça arrive. Et déjà que l'homosexualité, c'est certes accepté, mais pas encore suffisamment, à mon goût. Bah, toutes les autres minorités, c'est encore pire. Et du coup, ça me fait pas du tout rire ce genre de blague. Et donc là, il y a une blague qui arrive. Je ne sais plus c'était quelle blague, je suis désolé, parce que bah, déjà, j'ai pas envie de m'en souvenir. Et en plus de ça, bah, j'en ai rien à foutre en fait. À un moment ou à un autre, vous êtes des gamins, vous êtes des gamins. Faites de l'humour JVC si vous avez envie. Euh, mais ça serait bien que l'adage ne fait pas ce que les autres ne fait pas aux autres ce que ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Là, ça devrait être beaucoup plus réfléchi avant de faire des blagues dans le cadre de toutes ces personnes. Et malheureusement, Lucas était là au mauvais moment, puisqu'il a fait une blague à ma personne que j'ai très très mal prise. Je sais plus c'est quoi, comme je vous l'ai dit.
Et du coup, je reproche à Lucas de tout ça. J'ai envie d'abandonner, clairement, j'en ai marre. On se foute de ma gueule, en fait, alors que ben, je vais pas bien, en fait. Du coup, ben, très clairement, je dis à Lucas, va te faire foutre, en fait. Va te faire foutre, etc. Je pète mon câble, hein, un second câble durant cet épisode. Et cette fois-ci, un câble pas comme les autres, puisque c'est un câble où c'est le point de non-retour, c'est mon envie de vraiment d'arrêter. Vraiment d'arrêter. Je suis arrivé au bout de mes limites, en fait, dans cette aventure. Parce que ben, j'en avais marre, j'en avais juste marre, en fait. Je comprends pas qu'on puisse. Voilà, pour moi j'étais l'anomalie, en fait. Vraiment, j'étais vraiment. Ma tête, j'étais vraiment l'anomalie de ce casting. Je participais pas au chat parce que ben, c'est pas mon niveau de blague, en fait. Et même quand je tente de m'intégrer ou autre, sortir des coiffeurs adéquats, c'est marrant 2 secondes, en fait. C'est pas marrant pendant toute une aventure. Voilà, j'étais pas intégré, j'étais pas tout ça. Voilà. Certains diront que j'ai été lourde. Je suis désolé, mais oui. Sur ce point-là, oui, on n'a pas le même humour. Moi, j'ai un humour très noir, très lourd, mais pas un humour à base de coiffeur, que j'appelle plus un humour gamin. Voilà, c'est pas les mêmes mentalités, c'est pas la même manière, c'est pas le même vécu sur Internet aussi, certainement. Je sais pas, et du coup, toute cette phase-là me donne envie juste d'abandonner, et encore aujourd'hui, certaines personnes, je pense, ne comprennent pas à quel point je n'allais pas, et je l'ai déjà dit lors du précédent Conflit vidéo, donc on va pas y revenir. Du coup, il y a un énorme clash entre Lucas et moi qui annonce définitivement une césure, on va certainement plus jouer du tout ensemble, d'ailleurs, à ce moment-là, je me dis, je ne veux plus du tout lui parler. Il faut savoir que depuis, on a discuté ensemble. Lucas m'a clairement dit que oui, il s'est rendu compte après coup qu'il avait peut-être un peu abusé. Moi, forcément, je suis tout le temps syndrome d'imposteur, donc moi aussi je m'excuse, alors que ben, pour le coup, j'ai pas de raison de m'excuser sur ce point-là, à mon avis. Euh, voilà, autant avec Blue Eye, c'était vraiment de ma faute et je l'ai vraiment dit, autant avec Lucas, j'en lui en veux énormément pour cette phase-là. Mais c'est pas grave, c'est passé. Aujourd'hui, on s'est expliqué, on a pu discuter un peu plus facilement. Euh, c'est ça le problème des jeux avec des vraies personnes en face. C'est que ben, si le profil ne correspond pas, et ben ça fait. Et ben là, ça a fait. Euh, voilà. Donc j'ai failli abandonner, mais pourquoi j'abandonne pas au final? Tout simplement, en fait, lors de l'épisode précédent, si j'abandonne pas, c'est parce que j'ai pas envie de gâcher un collier, j'ai envie que le collier soit en jeu, j'ai pas envie de le donner non plus, donc j'essaie de le conserver en me disant que je vais le jouer, et au final je le joue. Là, cette fois-ci, c'est vraiment autre chose, c'est pas matériel, mais c'est plus face aux gens. C'est-à-dire que comme je me retrouve avec Blue Eye en binôme, je ne sais pas quelle va avoir la répercussion d'un potentiel abandon. Je ne sais pas si par exemple Blue Eye va avoir des votes malus, devoir abandonner en me suivant, étant donné que tout est destin lié, c'est possible. Parce que je suppose que dans koh si quelqu'un abandonne, le destin lié abandonne aussi. Ça foutrait quand même la merde, mais j'aimerais beaucoup connaître cette règle-là dans koh dans la vraie version pour le coup, parce que je crois pas que ça soit déjà arrivé, je n'ai pas souvenir. Du coup, voilà, j'avais pas du tout envie qu'il y ait des répercussions sur Blue Eye, que j'abandonne à un tel moment, et donc c'est finalement ça qui m'a donné envie de continuer l'aventure, qui m'a pas poussé à abandonner. Mais on va pas se le cacher, et je le répète, hein, je sais que beaucoup de personnes ne s'en rendent pas compte, mais il est clair et net que si je n'avais pas été en binôme, à ce moment-là, j'aurais déjà abandonné l'aventure. Voilà. Du coup, on va pouvoir passer à des choses un peu plus marrantes, car malgré le fait que j'ai voulu abandonner, c'est à partir de ce moment-là que mon aventure va renaître de ses cendres, où je vais commencer à me sentir beaucoup plus à l'aise, un peu comme si il fallait exorciser tout ça, il fallait que je pète un câble pour enfin me réveiller. Et c'est à partir de ce moment-là que je vais commencer à prendre plaisir à jouer, que je vais commencer à trouver, à commencer à lancer des discussions avec des gens, à commencer à enfin trouver ma place dans l'aventure. Et il fallait que ça arrive, et c'est arrivé maintenant, du coup, c'est vraiment arrivé durant cette période-là. Peut-être que les gens peut-être que les gens se sont soudainement rendus compte que j'étais humaine et que voilà, il fallait bien que quand t'es pas quand ça va pas, ben voilà, ça va pas quoi.
Et du coup, ça va être le renouveau de mon aventure à partir de cet épisode-là. Et ça va me faire beaucoup du bien, puisque toute mon envie, tout mon malheur à faire cette aventure vont commencer petit à petit à se transformer en bonheur de faire cette aventure et de commencer à prendre plaisir. Et du coup, on va continuer avec l'épreuve dégustation 4. L'épreuve dégustation qui va être la deuxième épreuve en binôme et une épreuve tout aussi excellente que d'autres, que la précédente épreuve, bien que totalement différente, puisque l'épreuve de la dégustation, c'est une épreuve de culture. On a des plats en face de nous, on doit deviner la nationalité des plats. C'est des plats pas simples, c'est vraiment des plats pas simples, c'est vraiment des plats durs. Et c'était trop cool. Voilà, l'épreuve était trop cool à nouveau. Voilà, je ne sais pas quoi dire. Que dire? En fait, ce que j'aimais beaucoup avec cette épreuve, c'était pas juste on doit reconnaître des plats. C'était vraiment, on doit. Parce que sur les plats, vous avez plein de trucs qu'on peut reconnaître pour définir la nationalité. Genre par exemple la forme du plat. Par exemple, ça me paraît con, mais la tagine, c'est par exemple la forme de l'assiette, c'est reconnu, ou la couleur de l'assiette, c'est. Genre, vous pouvez définir la nationalité sans même avoir vu le plat, rien qu'à l'intérieur du plat. C'est vraiment juste l'assiette permet de définir la la nationalité. Et c'est comme ça avec plein de trucs, genre, on ne se rend absolument pas compte du pouvoir de la colorimétrie. Et je sais de quoi je parle, étant donné que je travaille en infographie, que je connais bien tout ça. C'est dingue à quel point, en fonction des pays, on peut reconnaître certaines colorimétries qu'on ne retrouverait pas dans d'autres pays. Par exemple, tous les pays d'Europe de l'Ouest, c'est une colorimétrie très fraîche, très froide, et ça s'est immédiatement remarqué, par exemple, avec le plat russe. Alors, moi j'avais dit Estonie lors de l'épreuve avec Blue Eye, et on était vraiment tout proche, et c'est la preuve vraiment qu'on peut reconnaître rien qu'avec la colorimétrie. Je ne connaissais pas la nationalité de ce plat, je ne connaissais absolument pas, mais je savais que c'était en Europe de l'Est, Nord-Europe de l'Est, dans les coins là. Voilà, c'est le seul truc que je savais, quoi. Et ça a payé, genre, ça n'a pas payé parce que j'ai pas trouvé la réponse, mais ça a payé, genre, on était Estonie, on était littéralement à côté du bon pays, quoi, voilà. Et c'est comme ça pour plein de plats, genre par exemple le plat argentin, la nappe et tout, avec des couleurs rouge, jaune, c'est flagrant que c'est Amérique du Sud. C'est rare de retrouver de telles teintes, et surtout rare de trouver de telles teintes sur des photos de plats, c'est-à-dire des photos officielles, parce que c'est pas des, vous savez, c'est pas les photos genre du moindre pecno dans sa petite campagne, qui prend ses petites photos pour le plaisir de montrer ses plats à ses parents, genre il prend en photo sa table. Là, c'est des plats qui sont bien pris, avec des belles photos, et du coup c'est un peu plus pro. Et quand on est pro, en règle générale, on essaye de mettre en avant toute la culture du pays, toute la culture, la gastronomie de la nationalité. Et du coup, forcément, des couleurs qu'on retrouve, voilà, vous pouvez prendre des plats argentins, des plats brésiliens, à chaque fois, c'est vif, c'est beau, quoi, c'est beau à voir. Et il y a plein de trucs comme ça, et c'est très frustrant parce que il y a plein de plats où on savait plus ou moins la zone, on a eu des chances, on a eu beaucoup de chance sur cette épreuve, parce qu'il y a plein de plats dont on connaissait plus ou moins la zone, et on a réussi à piffer avec de la chance, que ce soit moi ou Blue Eye. Par exemple, le teriyaki, on ne savait plus si c'était indien ou je sais plus quoi qu'on avait comme autre hypothèse. Et il y a Blue Eye qui sort, ah, je pense que c'est indien, allez, on choisit Inde, et paf, c'est Inde. Oh, waouh, trop cool! Et par exemple, c'est très déceptif, décevant cette épreuve parce que je pense qu'il y avait moyen de la gagner celle-là. Il y a moyen de la gagner parce que même le tout premier plat, je savais que c'était asiatique, mais j'arrivais pas à positionner le pays. Donc je crois j'avais dit Corée, je sais plus quel pays de Corée, alors qu'en fait c'était vietnamien. Ah, on est proche de pas grand-chose. Vietnam, ça aurait pu être un pays qu'on propose pour un plat comme ça. Ah, c'est frustrant. Et au final cette épreuve, on finit deuxième à un point. Ah, et pas à n'importe quel point, c'est le point avec le pain russe qu'on j'ai pas dit tout à l'heure, où ça se joue à une frontière de la victoire. Cette épreuve a été vraiment bien. Euh, Vraiment, ce que j'aime avec cette épreuve, c'est que c'est pas juste de la culture de plat. C'est-à-dire que tu peux reconnaître des plats de culture. Par exemple, le plat Kirghizistan, bah ça pour le coup je le connaissais. Je savais la nationalité, je savais pas le nom évidemment. Ouais, d'ailleurs je connais pas le nom, mais je connaissais le plat et vive Pékin Express pour m'avoir appris certains plats ou certaines nationalités de plats entre autres. Là sur le coup ça c'était très reconnaissable Kirghizistan. Par contre,
et si t'avais pas des cultures vraiment de gastronomie, ce qui est plutôt mon cas, j'ai une bonne culture en gastronomie, mais pas en plat, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que par exemple, vous me montrez un fromage, je suis capable de dire c'est quel fromage. Euh, bon, sous réserve de piège, bien évidemment. Voilà. Ça c'est classique. Je suis bonne pour reconnaître la bouffe, que ce soit poisson, que ce soit fruits, légumes, que ce soit fromage, viande, c'est un peu trop dur à mon goût pour reconnaître. C'est des choses que je peux facilement reconnaître. Par contre, si vous me dites, euh, cite-moi tous les ingrédients d'un bourguignon, alors, bœuf, euh, carottes. Vous voyez, j'ai un peu du mal à trouver ce qu'il peut y avoir. Bon, là, j'abuse parce que voilà, bourguignon, voilà, MDR. Mais j'ai un peu du mal à retrouver les ingrédients parce que je suis pas bonne dans les plats. Et du coup, là, comme c'est de la nationalité de plat, c'est un peu différent parce que c'est pas du tout, on doit reconnaître les ingrédients ou autre. C'est vraiment, on peut s'aider des ingrédients, mais des pays, mais surtout, c'est l'ensemble qu'il faut regarder. Et j'adore. Vraiment, cette épreuve, j'ai adoré. J'ai rien à dire. Genre, vraiment, c'est une bonne épreuve. C'est pas juste. Je sais pas. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Vraiment, très bonne épreuve. Et ce que j'ai beaucoup aimé de cette épreuve, alors elle était pas mal reprochée aussi par les joueurs, c'est que beaucoup de joueurs reprochaient sa difficulté, mais je trouve que justement la difficulté, il y avait de l'intérêt, parce que du coup, le fait que ça soit dur, ça permettait plus facilement d'avoir des écarts de points et donc d'avoir un gagnant, quoi, vous voyez. Si ça avait été tout trop simple, on aurait pu avoir facilement plein d'égalités. Et en fait, je ne sais pas ce qui serait passé s'il y avait une égalité. Est-ce qu'il y aurait eu une espèce de plat bonus en plus? Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, vraiment très sympa à faire cette épreuve. J'ai passé un bon moment et on a bien rigolé avec Blue Eye. Vraiment, j'ai des bons souvenirs de cette épreuve. Genre vraiment, j'ai des bons souvenirs de moi et Blue Eye qui étions en train de galérer ensemble. Quand Blue Eye propose Inde avec le Tiraki, qu'on trouve ah trop bien. Euh, Quand je propose Argentine avec la nappe et que ça passe, oh trop bien. Genre c'est génial. Vraiment, c'est génial. J'adore cette épreuve. Vraiment, faites-en, j'adore. Et du coup, on va pouvoir parler maintenant de la partie un peu plus strat de cet épisode, parce que ça fait déjà 30 minutes. Oh, putain, waouh, je prends mon temps pour raconter cette fois-ci. J'ai beaucoup de choses à raconter en même temps. Du coup, changement de sens, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que, en fait, rapidement après l'épreuve d'immunité, que nous n'avons pas gagné, mais par contre que Folien et Rakakas ont gagné, GG Folien, et GG Rakakas, genre l'espèce de fils de pute que je suis, genre en mode GG Folien, Rakakas par contre, c'était prévisible, hein. Non, GG. En vrai, c'était un très beau duel, hein. C'est l'épreuve, là, comme ça se joue à un point, un très beau duel, ça se joue sur le pain russe. Ouais, une frontière, une frontière. Du coup, changement de sens, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, en gros, ce qui va se passer, c'est qu'après l'épreuve, bah, du coup, nous, on n'est pas immunisés. Alors, c'est une catastrophe pour nous, parce qu'on se voit très clairement éliminé. Pour nous, la possibilité d'avoir l'immunité, ça nous protégeait de manière sûre, et surtout, ça permettait de rebattre les cartes. C'est-à-dire qu'on avait forcément un duo de deux gros joueurs, ou de un moyen et un gros joueur, qui allait forcément sortir. Et du coup, ça allait permettre de pas mal rejouer le jeu, permettre de relancer tout ça. Et pourquoi je dis changement de sens, du coup? Tout simplement parce que finalement, le vote moi Blue Eye va plus être aussi sûr par beaucoup de monde. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que initialement, le vote Blue Eye Lange était quelque chose de plus ou moins prévu. Mais rapidement, les gens vont se rendre compte que il y a peut-être moyen d'éliminer des gros joueurs et d'éliminer des gros concurrents. Et finalement, Blois et Lange, est-ce que ça vaut vraiment le coup de les sortir? Et ils ont totalement raison sur le papier. Le fait de nous sortir, nous, c'est pas si rentable que ça sur le papier. Parce qu'il y a des. Nous, on fait pas peur, Blois et moi. On est. Bon, Blois peut-être un peu plus intégré que moi, mais en tout cas, moi, je suis pas bien intégré. Je suis un vote qui peut être récupéré par plein de monde. Donc, du coup, l'intérêt de nous éliminer est très minime, alors que sortir d'autres gens avec des plus gros profils permettrait de pas mal redynamiser tout ça et surtout de pas mal avancer dans l'aventure. Et du coup, plein de noms plus ou moins toutes les autres teams ont commencé à se faire citer. Que ça soit Flocon Nico, que ça soit Maxime Augustin et que ça soit Arthur Lucas. C'est des personnes qui commencent à se faire viser en mode ce serait bien de les sortir. Et du coup, il va y commencer à y avoir ça va totalement redynamiser le jeu en fait, tout simplement. Euh, Ça va complètement redynamiser le jeu pour la suite de l'aventure. Et c'est trop bien. Voilà, c'est vraiment trop bien. Euh,
Parce que du coup, ça nous laisse plus de possibilités de choix. Et en fait, Blue Eye et moi, petit à petit, on va se faire contacter par d'autres binômes pour nous demander de les aider dans un vote X ou un tel ou X du coup. Euh, et et le retournement est complet finalement. On devient swing vote alors qu'on était normalement censé sortir. C'est totalement fou ce qui se passe. Mais surtout, il va se passer un truc très important durant cet épisode. Il va y avoir un rapprochement. Qu'est-ce que ça veut dire un rapprochement? C'est qu'en fait, deux candidats, plus précisément un candidat, va se rapprocher de moi. C'est Folien. Et là, autant vous dire ça comme ça lors d'un conférence vidéo, ça paraît normal. Mais moi, dans l'aventure, je ne m'attendais absolument pas à avoir un rapprochement avec Folien durant mon aventure. Il faut savoir que Folien, c'est un peu un de mes némésis d'aventure. Je l'ai rencontré sur 3-4 ORG. Et à chaque fois, ça s'est extrêmement mal passé. À chaque fois, on était l'un face à l'autre. Même quand on tentait de jouer ensemble, ça s'est jamais passé. Et donc là, c'était la première vraie fois où il y avait possibilité qu'on joue ensemble. Et j'étais en mode impossible. Genre, il y a une couille sous le pâté, il y a forcément un truc qui va se passer, ça va forcément péter. Et en fait, non, Folien, j'ai vraiment redécouvert Folien durant cette saison. C'était vraiment une personne que je m'attendais pas du tout à redécouvrir parce que je pensais le connaître. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il était plus humain dans cette saison que sur d'autres saisons. Il était là à l'écoute, il discutait, il était genre avec moi, j'ai vraiment redécouvert un autre Folien. Vraiment, c'est ça que il faut nous retenir, c'est que j'ai découvert un autre Folien durant, durant mon aventure sur la GC All Star. Et c'était un vrai bonheur de le découvrir. Et du coup, un rapprochement avec Grenzo a lieu également, parce que Folien et Grenzo sont plus ou moins proches de ce que je crois comprendre. Et en fait, il y a une potentielle alliance à 4 qui va commencer à se former avec Folien, Grenzo, moi et Blue Eye, ce qui peut annoncer un gros rebattage de cartes pour la suite de l'aventure. Et c'est très intéressant aussi parce que c'est mes premiers vrais alliés depuis la sortie de Tom, puis la sortie de Céleste. C'est mes premiers vrais gros alliés de l'aventure. Et quand je vous dis que c'était là, c'est à ce moment-là que mon aventure va se réveiller, c'est pas pour rien, c'est que vraiment ce rapprochement-là va faire un réveil, va faire un déclic. Je vais me retrouver à pouvoir discuter avec des gens avec lesquels je n'avais pas l'habitude de discuter. Par exemple, Maxime, qui était une personne que j'avais quand même voulu éliminer lors des ambassadeurs, se retrouve à discuter avec moi par l'intermédiaire d'Augustin. Je commence à me retrouver au centre du jeu un peu finalement. C'est-à-dire que tout le monde commence à discuter avec moi et moi je commence à discuter aussi un peu avec tout le monde. Et du coup, j'ai vraiment cette sensation à ce moment-là de me dire, attends, il y a un coup à faire, il y a une possibilité que je gagne l'aventure. Vraiment, il y a une possibilité que je gagne l'aventure parce que j'ai vraiment la sensation d'être bien entouré. Je m'entends bien avec Blue Eye. Grenzo, je me rapproche à l'aide de Folien. Folien, je m'entends bien. Lucas, bon, c'est un peu cramé pour le moment, MDR, donc on va éviter d'en penser. Mais Augustin, je me sens bien avec. Et par l'intermédiaire, du coup, je me sens un peu plus proche de Maxime. Genre, vous voyez, le global, ça commence à sentir bon pour moi. Genre, il y a il y a une senteur de victoire qui commence à se faire ressentir, et je commence vraiment à m'imaginer plus loin dans l'aventure, et je commence même à m'imaginer en train de potentiellement pouvoir atteindre la finale, voire atteindre le duel final, parce que clairement, vu mon aventure, si je viens arriver en finale, si je viens à finir par les trois derniers au poteau, il y a de grandes chances que je sois sélectionné pour une finale. Ça commence à sentir vraiment bon pour moi et pour la suite de l'aventure. Du coup, arrive le conseil. Septième partie. Le conseil, ce fameux conseil du coup de l'épisode 9 finalement, le conseil des destins liés. C'est très difficile de choisir. On va pas se le cacher, c'est très difficile de choisir parce qu'en fait, il y a plus ou moins des personnes que j'apprécie dans tous les duos. Par exemple, le duo Flocon-Nico, j'aime beaucoup Flocon, ça me fait chier de devoir le voter. Dans le duo Augustin-Maxime, j'aime beaucoup Augustin. Je sais plus, il manque des gens parce que je suis en train de faire le calcul et je me dis putain, j'ai parlé de, par exemple, là je dis qu'il y a euh, Arthur Lucas, mais il est où Florent? Je suis en mode, il me manque des joueurs là dans mon, dans mes binômes, il me manque des joueurs, mais je sais plus où est-ce qu'ils sont. Ça, c'est ma mémoire qui me joue des tours. Du coup, voilà, on arrive à un point de l'aventure où j'ai pas envie. En fait, tous les binômes me dérangent d'être éliminés parce que j'ai des alliés, j'ai des personnes avec qui je me suis bien entendu à un moment X de l'aventure. Et du coup, au final, je décide d'éliminer avec la majorité, avec les gens qui m'entourent, Flocon et Nico.
Alors, là va arriver une grosse discussion. Pourquoi j'ai mis une Flocon? Parce que voilà, Flocon, ça reste un candidat avec qui j'ai vécu mon aventure pré-réunification de manière assez sereine. C'est une personne avec qui je me voyais avancer à ce moment-là. Mais malheureusement, Flocon, c'est une personne que je n'ai pas réussi à faire confiance au long de mon aventure. C'est une personne qui, à chaque fois, il y avait plein de petites histoires qui faisaient que je ne pouvais plus lui faire confiance. Alors aujourd'hui, je ne sais pas ce qui est vrai, je ne sais pas ce qui est faux. Il faut savoir que je n'ai pas lu les confesses et je ne sais pas si j'aurai le courage de lire les confesses pour voir le ressenti des différents candidats. Parce que bah, voilà, c'est pas marrant d'aller voir les ressentis des candidats quand tu te prends des remarques de certaines personnes. Voilà, je sais que mon aventure c'est de la merde. Merci de pas besoin de le repréciser dans vos confesses hein, pour m'envoyer une pique gratuite. Hein. C'est pas. Allez, je pense que vous le savez, c'est comme dire à un gros qu'il est gros, hein, il le sait, hein, pas besoin d'en faire des caisses, hein. Euh, du coup, euh, Flocon, bah, malheureusement, j'ai jamais réussi à lui faire confiance. Et en vrai, c'est con à dire, mais éliminer Nico, ça me permettait également de, on va dire, nettoyer une bonne fois pour toutes tout ce qui s'était passé durant les ambassadeurs et mon mauvais choix de Léo. Ça me permettait aussi de me rattraper sur ça parce que bah, ça se jouait principalement entre eux deux. Et même si c'est bête dit comme ça, bah moi, c'est un peu un symbole. C'est-à-dire que moi, quand je vais pas bien, j'aime bien faire quelque chose de symbolique. Et pour moi, c'était vraiment très symbolique l'idée de me dire, ok, je permets de nettoyer mes torts, en quelque sorte. Donc voilà, Flocon qui sort parce que je lui fais pas assez confiance. Que même si lui dit que bah, grand allié, etc. Ben désolé, mais il y a aussi des retours par rapport au fait que t'es pas vraiment un si bon allié que ça. Et puis surtout, je m'étais pas mal rapproché, par exemple d'Augustin ou autre, qui fait que je n'avais plus trop l'envie de les éliminer. Et donc au final, ce conseil, on n'aura aucun bulletin Bloy et moi sur notre dos, ce qui est incroyable vu le début d'épisode. Et c'est finalement un conseil très recommandé qui aura lieu, puisque ce sera très serré, et finalement ce sera Flocon et Nico qui sortiront de ce conseil, tous les deux. Donc Flocon qui sera éliminé et qui emmènera dans sa chute Nico, ou l'inverse, je ne sais plus. Mais c'est dans tous les cas ce qui va arriver. Voilà. Un épisode excellent, vraiment excellent. Alors ça peut paraître bête, parce que j'ai passé pas un très bon épisode en vrai, mais c'est pas pour rien que je considère que c'est l'un des premiers vrais bons épisodes où j'ai pris plaisir. C'est parce que ça va être l'épisode du renouveau. C'est l'épisode où, comme je vous ai dit, je me sens voir gagner, je sens motivation monter. Je prends plaisir enfin à jouer, je prends plaisir à discuter avec les gens, je prends plaisir à discuter Strat avec Blue Eye, avec Frolien, avec toutes les personnes autour, avec Augustin et tout, avec Maxime. C'est un vrai plaisir de jouer à partir de maintenant et j'ai plus envie de lâcher, j'ai plus envie de lâcher l'aventure, j'ai vraiment envie de me battre jusqu'au bout. Bref, ça va être une aventure incroyable à partir de ce moment-là et je me dis que l'épisode 10 va être tout aussi incroyable donc j'ai trop hâte d'y être. Enfin, ça va être incroyable jusqu'à quel point? Sinon, je suis pour vous servir. Merci de m'avoir soutenu et merci de m'avoir suivi pendant ces 45 minutes de confesse vidéo. J'ai rarement fait des confesses vidéo aussi longs. C'est un épisode très chargé en même temps. Et on se retrouve du coup bientôt pour l'épisode 10. Sinon, je vais vous servir. Salut!